Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre journal. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Guillaume Tureau, qui est le président et cofondateur de l'association Factora F5 en Espagne, qui est le premier réseau espagnol d'écoles du numérique inclusive et solidaire. Il est aussi conseiller auprès du réseau espagnol des écoles de la deuxième chance E20 España, et on sera également avec Benoît Pinchon-Falcon, qui est le directeur délégué en charge des affaires internationales et européennes du CNED, le Centre national d'enseignement à distance. On va aborder aujourd'hui comme thème l'éducation inclusive, comment l'éducation inclusive casse les codes. Alors, vous êtes nombreux à vous être inscrits et à être connectés, donc je suis vraiment ravi. Je trouve que c'est un thème extrêmement intéressant. Guillaume a reçu le prix éducation, le trophée éducation des trophées des Français de l'étranger 2021, parrainé justement par le CNED. Et c'est vraiment son parcours qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui. Il va nous raconter un petit peu tout ça, ce qu'il fait autour des écoles de la deuxième chance, l'éducation inclusive en Espagne. Donc, je vais évidemment lui donner la parole dans pas longtemps et il va vous raconter un petit peu tout ça. Mais surtout, posez bien vos questions. Donc, vous avez un petit onglet questions qui est en bas à droite, les internautes. Donc, c'est très facile. Vous avez un petit onglet avec poser une nouvelle question. Voilà, je vous fais un petit bonjour. Hop, là, vous avez le petit bonjour. Donc, on n'utilise pas l'onglet chat, quasiment la même chose, mais on utilise plutôt l'onglet questions. Le but, c'est de vous posiez des questions. On a 1 heure à peu près ensemble. Donc, voilà, c'est le moment. Vous avez la chance d'avoir nos deux experts sur cette thématique pendant 1 heure avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser, bien entendu, vos questions. Guillaume et Benoît du CNED y répondront. Et puis aussi également, donc, vous pouvez peut-être nous faire déjà un petit coucou, un petit bonjour. Dites-nous où vous êtes. Vous êtes assez nombreux à vous être connectés. Vous êtes déjà un peu plus d'une vingtaine en direct. Donc, c'est super. Il y avait plus de 87 inscrits, je crois. Donc, c'est plutôt un succès. Donc, faites-nous un petit coucou. Est-ce que c'est le matin pour vous en Asie? Est-ce que c'est ou le soir plutôt pour vous en Asie et le matin pour vous aux Amériques? Dites-nous où vous êtes, faites-nous un petit signe, montrez-nous que ça marche, le petit onglet question là, qu'on vérifie que tout va bien. On vous attend. Voilà, Célia est à Tokyo. Bonjour Célia, c'est un plaisir. Allez, Laurence, elle est à Madrid, donc pas très loin de Guillaume, qui lui est à Barcelone. On est parti pour une petite heure ensemble. Ce webinaire sera disponible en replay quelques minutes après la fin du webinaire. Donc, vous recevrez un mail automatiquement. Donc, si vous n'avez pas la chance ou le temps d'assister à tout, eh bien, écoutez, ne vous inquiétez pas, vous pourrez le revoir en replay. Vous pouvez aussi le faire connaître à vos amis qui sont intéressés par ce sujet, mais qui ne pouvaient pas ou qui ne sont pas inscrits. Écoutez, il n'y a pas de souci, il sera disponible. Et puis, il y aura un article dans le petitjournal.com dans les prochains jours, semaine prochaine, sur le compte-rendu, on va dire. C'est un grand mot compte-rendu, mais on va dire un article qui retracera nos échanges et où il y aura la vidéo également disponible sur YouTube. Donc facilement partageable. Donc le but, c'est que le maximum de gens puissent la voir et se renseigner sur cette thématique de comment l'éducation inclusive casse les codes. Allez, on a Tiffany qui est à Londres, Christelle qui est à Poitiers et Françoise qui est dans le Maine-et-Loire, l'heure heure du camembert. Donc ça doit être à peu près la même heure la même heure qu'à Paris. Parfait. Allez, je vais vous passer la parole pour vous présenter en quelques mots, me dire un petit peu qui vous êtes. Je vais commencer par Guillaume. Alors Guillaume, nous on se connaît, mais si tu veux te présenter en quelques mots et avant qu'on rentre un petit peu aussi dans le débat et dans ton parcours. Avec plaisir. Merci beaucoup, Hervé. Juste une petite chose, parce que tu as un peu égratigné le nom du réseau Excuse-moi. espagnol. C'est E2O, Ah, qui veut dire pardon. Escuelas de Segunda Oportunidad, et pas E20. Ah, tu vois, Voilà, mais j'avais lu un zéro au lieu d'un O, mais merci d'avoir rectifié. voilà, bon. Donc, je suis Guillaume Tureau. Je vais pas récapituler les différents postes dont a parlé Hervé. Moi, je suis ingénieur agronome. J'ai travaillé 20 ans dans une multinationale de l'agroalimentaire qui fait du yaourt. Je vous laisse deviner laquelle, il y en a plusieurs. Et j'ai quitté en 2012 cette entreprise assez engagée et responsable pour vraiment m'investir dans l'économie sociale et solidaire. Et après quelques expériences, certaines réussites et d'autres moins, mais dans tous les cas toujours très, très formatrices, j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir accompagner 6 entités espagnoles, 6 entités sociales qui ont souhaité se constituer en réseau national pour défendre un modèle inclusif d'éducation pour les jeunes en situation d'échec scolaire, on va dire.
en s'inspirant notamment d'une expérience qui est celle du réseau français et qui a constitué le réseau de Zoo Espagne. Et puis sur cette base-là, j'ai ensuite, avec 3 autres personnes, constitué une association qui est une formation gratuite au métier du numérique, qui n'est pas que centrée chez les jeunes, mais qui permet en 6 mois de trouver un travail dans un secteur en croissance avec des bons salaires. Et ça s'est inspiré d'un modèle qui existe en France, qui est né en France, qui s'appelle Simplon. Super. Bah, écoute, merci Guillaume. Chez moi, il y a eu une petite coupure vidéo, mais on t'entendait pas. Enfin, moi, je t'entendais parfaitement. Alors, j'espère les internautes que vous avez pu tout entendre et que peut-être d'ailleurs, je sais pas si Benoît, tu as toujours eu la vidéo de Guillaume ou si ça a sauté. Non, non, c'est bon, moi j'ai Ah tout bon, vu. bah alors du coup, c'était chez moi, donc peu importe. Parfait. On se connaît, Guillaume, donc et puis surtout, je te revois, donc c'est parfait. Bah, Benoît, allez, je te laisse te présenter, nous dire un petit peu ce qu'est le CNED en quelques mots, même si le CNED est évidemment très connu. Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Benoît Pinchon-Falcon, directeur des affaires internationales et européennes du CNED, mais donc depuis cette rentrée seulement, depuis le mois de septembre. Et avant cela, j'étais professeur détaché auprès de l'AEFE, donc pendant très longtemps, plus d'une vingtaine d'années à l'étranger, de la Chine au monde arabe pour terminer à Madagascar. Donc c'est un réseau que je connais bien et le petit journal que je connais bien aussi pour avoir été donc longtemps expatrié. Quant au CNED, eh ben, le CNED est un établissement public qui est sous la double tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et qui est chargé, donc, entre autres, on l'évoquera peut-être à nouveau au cours de l'entretien, d'assurer la continuité de la scolarité des élèves qui sont empêchés d'aller à l'école. Donc évidemment que le thème de l'éducation inclusive est un thème qui est très cher au CNED. Bien entendu. Allez, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, une fois de plus, les internautes, n'hésitez pas à poser bien vos questions. On est là pour ça, pour essayer de répondre à tout. Je vais peut-être poser la première question, mais qui finalement va situer un petit peu aussi le débat. Guillaume, de quoi on parle quand on parle d'école de la deuxième chance? Comment ça se concrétise et quelles sont la mission de ces écoles-là? Alors, le terme école de la deuxième chance, je vais déjà commencer par dire que le terme ne nous plaît pas beaucoup, mais c'est celui qui, en termes entre guillemets marketing, fonctionne le mieux. C'est celui que l'homme de la rue ou la femme de la rue comprennent le mieux, parce qu'en fait, c'est une opportunité de donner une nouvelle chance à l'éducation. Et c'est comme ça que le formalisent ces jeunes en Espagne. On veut offrir une nouvelle chance à notre éducation, après souvent un parcours très difficile dans le système scolaire classique. Donc très concrètement, ce sont des jeunes qui, dans le cas de l'Espagne, ont entre 15 ans et 20 ans pour la plupart. Le modèle existe également dans d'autres pays, notamment en France, dans lequel les jeunes sont en général un peu plus âgés, sont plutôt entre 18, 20 ans et 24, 25 ans. Mais en Espagne, ce sont des jeunes qui viennent souvent directement du système éducatif et en situation d'échec scolaire souvent assez confirmé. Depuis notre perspective, comme école de la deuxième chance, on ne considère pas que ce sont des jeunes en échec scolaire, on considère que ce sont des jeunes avec lesquels le système éducatif, notre système éducatif, a vécu un échec. Parce que c'est franchement comme ça qu'on devrait aborder les choses, parce que la plupart des situations que vivent ces jeunes sont des situations qui, pour des raisons familiales, des raisons de pauvreté, des raisons diverses et variées, de santé parfois, n'ont pas été en mesure de s'adapter à ce qui est le système éducatif que nous connaissons. Et donc nos écoles, qui sont en général des structures, donc ce sont des structures privées, fondations, associations, coopératives, proposent des itinéraires alternatifs à partir de la fin de l'éducation secondaire obligatoire, orientés vers un objectif habituellement professionnel, même si dans certains cas, c'est le retour au système éducatif qui est l'objectif du jeune. Et avec 3 composantes principales: un renforcement des connaissances de base dans le cadre de ce projet éducatif, une formation professionnelle et un accompagnement intégral qui peut comporter un appui pour les questions de santé dont on parlait, pour les questions de logement dont on parlait, toutes les questions sociales qui sont souvent un peu à l'origine de cette situation de difficulté du jeune.
Donc si je comprends bien, en fait, Guillaume, c'est pas forcément une question seulement d'orientation, en fait. C'est pas simplement qu'on s'est trompé d'orientation, c'est vraiment que, la pédagogie, le système éducatif est pas vraiment adapté pour ces jeunes-là, c'est ça? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, alors chaque jeune est comme chacun d'entre nous unique et donc a Bien des sûr. besoins qui sont spécifiques. Et c'est vrai que notre système éducatif, alors je suis ni compétent ni désireux de faire ici ce qui serait le procès de notre système éducatif, j'insiste sur le nôtre parce que c'est le reflet de notre société, de ce qu'on a souhaité, est aujourd'hui très adapté à un certain nombre de profils, un certain nombre d'intelligences. Moi, j'étais plutôt un bon élève, donc je pense que j'ai ce profil-là, j'ai eu la chance d'être dans ce profil-là. Mais dans la société, il y a des intelligences multiples, il y a des gens qui ont des capacités, des talents divers et qui n'ont pas trouvé leur place, qui n'ont pas su apprendre dans un système qui n'est peut-être pas adapté pour eux. Et donc, je pense que c'est un vrai défi pour notre éducation parce qu'aujourd'hui, le taux d'échec scolaire qui est particulièrement important en Espagne, hein, c'est un des taux les plus élevés d'Europe, est quelque chose d'alarmant parce qu'on est en train de perdre beaucoup de talent. Parce que ces jeunes ont du talent, on le voit tous les jours dans nos écoles. Oui, d'accord. Benoît, est-ce que justement vous êtes confronté à parfois des jeunes qui, viennent chez vous parce qu'ils sont en situation de difficulté par rapport ou au contraire, vous les avez et vous vous rendez compte que, ben, il y a une sorte d'inadéquation? Non, je pense que effectivement, enfin le CNED, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un établissement qui fait partie intégrante du système éducatif français. Donc d'un système éducatif français qui, j'entends ce que dit Guillaume, mais malgré tout prend en compte la diversité des profils, la diversité des situations et essaye de remédier, tant que faire se peut, aux difficultés auxquelles les élèves sont confrontés. Alors après, c'est vrai que le cadre de l'école traditionnelle en présentiel, n'est pas forcément adapté à tout le monde. Et du coup, d'autres dispositifs sont mis en place et le CNED en est un. Le CNED est un établissement qui, justement, a vocation à scolariser des élèves qui, pour une raison ou pour une autre, mais qui peut être une raison liée au cadre scolaire même. On a beaucoup d'élèves qui connaissent des phobies scolaires, qui ne peuvent plus aller à l'école et qui vont donc faire appel au CNED pour justement avoir une solution alternative qui peut être d'ailleurs, hein, j'insiste, une solution transitoire. On a beaucoup d'élèves qui font l'objet de ce qu'on appelle des conventions de scolarité partagée. Ça veut dire qu'ils vont être scolarisés en réglementé au CNED pour suivre leur scolarité normalement. Et en même temps, on a un partenariat avec un établissement scolaire en présentiel qui fait que ponctuellement, pour rompre l'isolement, pour préparer le retour au présentiel, on va pouvoir les accueillir. Donc vraiment, l'idée du CNED, c'est en continuité du système éducatif français, eh bien de permettre à ces élèves de faire un peu du sur-mesure, d'aller à son rythme et de ne pas décrocher par rapport à la scolarité. Ouais. Alors Guillaume, vous l'avez dit, vous étiez cadre, dans l'agroalimentaire, hein, si j'ai bien les yaourts, si j'ai bien compris, hein, donc avec un beau parcours. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à la fois vous intéresser à ce sujet et à vous lancer, hein, puisque au-delà de vous intéresser, vous avez, enfin aujourd'hui c'est votre activité à 100%, et oui, c'est une activité, je dirais, qui est très généreuse. Merci de cette évaluation. Moi, j'ai le sentiment d'avoir mis beaucoup de temps avant de vraiment trouver quelle était ma voie. Donc moi, je suis, comme je le disais tout à l'heure, j'ai été plutôt un bon élève dans le système éducatif. J'ai fait une école d'ingénieur en agronomie et ensuite j'ai intégré cette grande multinationale. J'ai l'impression d'avoir dû déconstruire une partie de ce que j'avais appris. Je suis très fier d'être ingénieur. J'ai travaillé pour me construire des usines et mettre en place des lignes de production, mais je me suis rendu compte qu'une chose qu'on ne m'avait pas appris et pour lequel j'avais apparemment une certaine capacité, c'était de construire des équipes soudées pour faire face à des défis importants, aller réaliser des choses importantes. Et donc je l'ai mis en œuvre dans mon travail dans cette entreprise, dans des projets aussi concrets qu'une construction d'usine en Roumanie ou le développement d'une filière laitière en Algérie. Euh, mais c'est vrai que c'était pas du tout ce à quoi j'avais été préparé.
mais à aucun moment de ma trajectoire. Et j'ai petit à petit réalisé, donc c'est en 2012 que j'ai passé le pas, mais ça a été un mûrissement progressif. J'ai réalisé que ma place, là où je pouvais apporter le plus de valeur, c'était beaucoup plus sur comment je pouvais aider les gens à développer leur trajectoire de vie à travers l'éducation, à travers le fait de pouvoir réaliser qu'ils étaient de tout ce dont ils étaient capables. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à un moment vraiment là où je devais être, à savoir au niveau de contribuer à mettre en place ce réseau des écoles de la deuxième chance. Mais c'est un travail collectif, hein. Moi, j'ai juste été catalyseur. Derrière ce réseau, il y a 43 écoles, il y a quasiment 8000 jeunes, 800 professionnels qui travaillent tous les jours et qui font, eux, le travail fantastique. Moi j'ai juste permis de les aider à se coordonner. Et vraiment, c'est l'endroit où je devais être, parce que c'est là où je pense que je suis le plus utile pour la société. Je gagne ma vie très honnêtement, moins que dans une multinationale du yaourt, mais ça, c'est pas grave. J'ai vraiment le sentiment d'être vraiment utile, parce que ici, sur ces écoles de la deuxième chance, comme sur Factolia F5, qui est l'école du numérique dont j'ai parlé au début, on est en train de non seulement d'aider des jeunes ou des moins jeunes, mais on est surtout en train d'identifier, de révéler des talents dont on a besoin dans la société d'aujourd'hui. Parce qu'on a besoin clairement d'avoir une diversité de talents et d'intelligence. Notre monde, et je pense qu'une partie des difficultés auxquelles on s'affronte aujourd'hui, c'est qu'il est le pouvoir, hein, et le contrôle dans le monde actuel est essentiellement monochrome, avec un certain profil d'intelligence dont je crois que je fais partie. C'est pour ça que je disais que j'ai dû redéconstruire une partie de mon apprentissage pour arriver où je suis aujourd'hui. Ouais, donc on est un peu trop tous sur le même moule, si je vous entends bien, Guillaume. Allez, les internautes, posez vos questions, hein, c'est extrêmement intéressant. Guillaume, est-ce qu'il y a une... Donc, du coup, vous avez créé ça en Espagne parce qu'à l'époque, donc en 2012, vous viviez déjà en Espagne, hein, j'imagine que vous étiez déjà installé dans le pays, ou est-ce que vous y êtes allé exprès pour ça? Et l'autre chose, j'aimerais bien que vous me parliez un petit peu, est-ce qu'il y a une situation particulière en Espagne? On sait que l'insertion, il y a un taux de chômage des jeunes qui est extrêmement élevé, une insertion professionnelle donc du coup qui est difficile. Vous avez parlé d'un taux d'échec scolaire important. Est-ce qu'il y avait déjà de l'existant, ou est-ce que vous avez importé des bonnes pratiques depuis la France? Racontez-nous un petit peu tout ça. Alors, dans ma carrière industrielle, j'ai eu effectivement l'occasion de travailler à Barcelone quelques années. Je suis tombé un peu amoureux de cette ville, et c'est pour ça que quand j'ai décidé de faire ce changement profond dans ma vie en 2012, je me suis réinstallé à Barcelone. Donc c'était un choix autant de vie personnelle que d'engagement professionnel. Alors, par rapport aux écoles de la deuxième chance et au modèle espagnol, la première chose qu'on a fait avec les 6 entités qui ont manifesté l'envie de constituer un réseau national pour défendre le modèle éducatif sur lequel ils travaillaient, ça a été d'aller visiter l'école de la deuxième chance de Marseille. L'école de la deuxième chance de Marseille est la première école qui a été constituée au niveau européen et qui est un peu emblématique et qui a été un moment de prise de conscience de mes collègues espagnols que ce pourquoi ils se battaient pouvait voir le jour et avoir une certaine reconnaissance. Et c'est ce qu'ils ont un peu trouvé comme source d'inspiration à Marseille. Et donc ça leur a donné une énergie renouvelée pour s'organiser en réseau. Et moi, je les ai accompagnés dans toutes ces étapes. Ce qui est absolument important à avoir à l'esprit, c'est que les écoles de deuxième chance, elles ne sont pas monolithiques. Elles sont adaptées à chaque territoire où elles se situent, à chaque quartier où elles se situent. Elles prennent en compte autant la réalité sociale que la réalité du secteur de l'entreprise, où ces jeunes peuvent ensuite trouver un emploi. Et que ces écoles de deuxième chance ont des décennies. Elles n'ont pas commencé lors de la constitution du réseau en 2015 à s'inventer. Elles ont pendant des décennies développé des solutions autour des profils des jeunes de façon à avoir un accompagnement individualisé. D'accord. Allez, on a 2 questions questions des internautes qui commencent à arriver. Juste une petite précision, Guillaume. Tiffaine demande, elle est à Londres, pouvez-vous rappeler le nom de la structure française dont vous vous êtes inspiré? Oui, la structure française s'appelle Simplon.
Simplon. Vous trouverez ça sur Internet en simplon.co. Et c'est un modèle d'économie sociale et solidaire qui a créé une espèce d'hybridation entre ce qui serait, on appelle les bootcamps, donc des modèles d'apprentissage intensif qui avaient été développés dans le secteur du numérique dans la Silicon Valley, et la pédagogie active, cette pédagogie qui est également en œuvre dans les écoles à deuxième chance, cette pédagogie qui existe depuis les débuts de l'humanité, où on apprend en faisant, on apprend en enseignant aux autres, on apprend par équipe, on apprend en regardant ce que font les autres, et toutes ces pédagogies qui finalement font l'éducation. Alors Rachel demande, est-ce que Simplon ou son équivalent est accessible depuis la Guyane? Elle doit être en Guyane, Rachel. Alors je ne sais pas si vous le savez, Guillaume, ou sinon elle trouvera peut-être ça sur Internet. Je pense qu'il faut regarder sur Internet, je ne voudrais pas dire de bêtises. Simplon a une trentaine d'écoles en France, mais j'avoue que je n'ai pas l'esprit s'ils sont présents en Guyane. Mais éventuellement, je peux essayer de trouver, quand Benoît parlera, j'essaierai de trouver l'information. D'accord. Bon, après, sinon, le CNED depuis la Guyane, vous avez beaucoup d'élèves. Une question, Guillaume, et après, je poserai la même question à Benoît parce que ça m'intéresse, qui est vraiment liée à la pédagogie. Parce que là, on a 3 questions qui ne sont pas les mêmes, mais qui se rejoignent un petit peu. C'est-à-dire que Frédéric dit, il vous félicite, hein, bravo pour avoir remis en cause ce système. Et vous avez parlé d'autres intelligences. Pouvez-vous développer quelles sont ces autres intelligences? Et on a Tiffen qui demande, dans vos structures, quel est le pourcentage d'élèves atypiques, c'est-à-dire 10, Asperger, TDAH, je ne suis pas spécialiste moi, mais c'est des mots que j'ai déjà entendus, enfin tous les 10 en fait. Et Anne-Marie, c'est pareil, elle dit, je suis en Espagne, j'ai 2 enfants 10, ma préoccupation est de savoir comment valoriser leurs compétences. Alors, est-ce qu'on rentre dans quelles sont finalement ces autres intelligences, et est-ce que par exemple ces 10 rentrent dans ce schéma-là? Alors, c'est un vrai test pour moi parce que je n'ai pas révisé quels étaient les différents types d'intelligence. Il y a des numéros différents qui circulent, ouais. 7, 8, 9. Il y a tout ce qui sont les intelligences, on va dire, classiques, logiques, mathématiques, qui sont un peu celles que moi j'ai développées en tant qu'ingénieur. On a les intelligences relationnelles, on a celles qui peuvent être des intelligences spatiales, interpersonnelles, intrapersonnelles. Moi, c'est un peu ce que j'ai à l'esprit et en mémoire. Ce qui, pour moi, est le plus important au-delà de cette liste-là, et je pense que toutes les personnes connectées pourront jeter un petit coup d'œil sur Google et vont trouver un petit peu ces différentes définitions telles qu'elles existent, c'est de bien comprendre que ce qu'on a tous à l'esprit, ce qu'on a tous vécu dans le système scolaire, c'est-à-dire on s'assoit sur un banc dans une salle avec toutes les tables alignées devant un professeur ou une professeure qui pendant 3/4 d'heure, 1 heure va nous expliquer qui l'histoire ou qui la mathématique. Ça marche avec une partie probablement importante des jeunes, mais pas tous. Et aujourd'hui, je crois que ça fonctionne moins bien qu'il y a 20 ans. Et malheureusement, ou du moins c'est la sensation que j'ai, notre système éducatif qui évolue, sans aucun doute, qui avance, ne le fait pas encore assez. Probablement, c'est d'ailleurs peut-être notre faute, parce que probablement on n'en donne pas la possibilité aux professionnels dont c'est la vocation. On leur donne pas assez de liberté. Mais aujourd'hui, les jeunes qui sont ultra connectés, pour beaucoup d'entre eux, ont le sentiment, à tort ou à raison, et probablement un peu pour les deux, que le savoir est accessible par Internet, etc. Et que donc, la relation qu'on a au savoir, qui est la relation qu'on a avec le professeur qui nous enseigne ou le médecin qui nous explique, a beaucoup changé. Et ça, je pense que nos systèmes éducatifs peinent encore à le prendre totalement en compte. Je pense que j'ai oublié une partie de la question. En fait, c'était effectivement par rapport à ces différentes
forme d'intelligence. Et je pense que vous y avez répondu. Et vous avez répondu aussi que la jeune génération n'est pas nos générations parce qu'elle a un accès avec Internet au savoir en direct quasiment. Donc, enfin, une forme de savoir. Hein, je veux pas. Donc, moi, ce qui m'intéresse, pour moi, vous avez bien répondu. Ce qui m'intéresse, c'est finalement d'avoir la réaction de Benoît par rapport à ça, justement. C'est-à-dire, vous, on a par exemple une internaute, là, Anne-Marie, qui dit c'est elle qui s'est inquiétée pour ses enfants. Elle a 2 enfants 10 et qui dit Parcoursup n'est pas adapté parce que le système se base sur les notes. Donc, en gros, qu'est-ce qui va se passer pour mes enfants? Alors, Benoît, moi, je vais être l'avocat du système éducatif français. Non, pas du tout. C'est pas l'idée. Non, mais je le fais et je l'assume. Je suis passionné et un convaincu. Donc, non, je crois que dans ce qu'a dit Guillaume, il y a des choses intéressantes, mais il y a aussi des choses, je suis désolé, Guillaume, de te le dire comme ça, mais qui sont un peu datées. Je pense qu'on est de générations qui sont semblables. Il y a eu effectivement une époque où le système éducatif fonctionnait de manière très descendante, avec des cours magistraux, on était sur la chaise, on écrivait tant que faire se peut, et puis on suivait. Bon, aujourd'hui, quand même, le système éducatif, il a beaucoup évolué et il est beaucoup plus attentif, me semble-t-il, qu'avant à des profils qui sont différents et à des moyens mis en œuvre pour accompagner les élèves de manière de plus en plus différenciée. Donc ça a changé, même si, évidemment, ça n'est pas encore parfait, et on l'a dit tout à l'heure, certaines personnes ne trouvent pas encore leur compte dans l'école, entre guillemets, traditionnelle, et donc viennent, par exemple, vers nous, se tournent vers nous pour avoir des solutions. Sur l'intelligence, moi, je crois qu'il y a vraiment, et ça me permet de revenir sur ce pourquoi le CNED a vu dans l'action de Guillaume quelque chose de fort qu'on voulait absolument récompenser. Pour moi, favoriser l'intelligence, c'est favoriser la capacité de chacun à vivre en société, à faire société et à participer ensemble de l'élaboration de ce projet commun qui fait qu'on ait une société qui fonctionne. Et ça, à la mesure, encore une fois, de ce que sont ses compétences et ses façons de faire, son profil particulier. Donc vraiment, je crois qu'il y a ça d'abord à prendre en considération. Nous, ce qu'on a aimé dans l'action de Guillaume, qui, je permets de le mentionner, je le disais tout à l'heure en introduction, a fait l'unanimité auprès des équipes du CNED, c'est qu'on avait vraiment des valeurs partagées, et parmi lesquelles cette utilité sociale à ne laisser personne sur le bord du chemin, et à permettre à chacun, avec ses moyens, encore une fois, de participer de ce projet commun. Et je crois que vraiment, moi, c'est le message que je voulais faire passer absolument, à l'heure aujourd'hui où les discours clivants font qu'on s'habitue peu à peu à laisser des gens au bord du chemin, à ce que finalement on se résigne à l'exclusion. Il était important de montrer que non, tout le monde a sa place, tout le monde peut participer et peut, encore une fois, construire avec les autres, ce qui fait qu'on fait une société meilleure. Merci Benoît. Allez, on va continuer, les internautes, poser vos questions. On est bientôt à la moitié de ce webinaire. Hein. Je vous rappelle qu'il sera disponible en replay quelques minutes après la fin du webinaire, et aussi très prochainement sur YouTube dans un article publié par lepetitjournal.com. Donc, si malheureusement vous ne pouvez pas assister à tout, ou si vous voulez le faire connaître, évidemment, vous avez la possibilité. Mais si vous restez avec nous, écoutez, ou si vous venez d'arriver, c'est le moment de poser vos questions à Guillaume Thureau et Benoît Pinchon-Falcon. On a une question de Frédéric Guillaume que j'ai envie de vous poser, puisqu'après, j'aimerais vous nous parliez de l'association Factora F5, qui est le premier réseau espagnol d'écoles du numérique inclusive et solidaire. Et Frédéric demande, donc sur un champ plus vaste, avant de nous parler de cette association, quelles sont d'après vous les chances et les dangers du digital? Est-ce que finalement l'enseignement à distance, l'information à foison sur le net, les fake news, finalement, est-ce que ça, c'est un danger ou est-ce que c'est une chance, hein, pour s'informer, devenir un bon citoyen, se cultiver, apprendre? Vous me laissez combien de temps? Ah, 2-3 minutes.
Ouais, c'est plus fort que Non, des un chaînes sentiment d'infos. peut-être. Et puis peut-être une anecdote, je sais pas. Enfin, je vous laisse, Non, enfin, comment dire? Je crois qu'en fait, il y a pas de réponse à ça parce que c'est à la fois un danger et une opportunité. Je pense qu'on peut le résoudre comme ça. C'est pas une façon d'esquiver la question. Je pense que c'est comme si on s'est posé à la fin du 19e siècle la question de savoir si l'électricité était une opportunité ou un danger. C'est un peu les 2, sauf que le monde ne pouvait pas revenir en arrière en disant: «On va oublier qu'on a inventé l'électricité avec tout ce que ça peut apporter». Je crois que notre responsabilité, c'est de mettre en place tout ce qu'il faut pour être capable de mettre en avant et de développer au maximum les opportunités et de maîtriser les dangers. Et quand il y a un nouveau fait dans notre société, il faut quand même bien reconnaître que les forces du mal sont plus rapides que les forces du bien. C'est du moins mon impression. Et je pense qu'effectivement, on a beaucoup de choses fantastiques que peuvent permettre la technologie et qui nous coûtent peut-être plus à mettre en œuvre, mais qu'on doit mettre en œuvre. Et je pense qu'une des parties de ces choses-là, c'est cette éducation au numérique que nous on fait avec Factory Apps. Parce que c'est sûr que les effets négatifs sont déjà bien présents et on les voit, mais on peut pas juste revenir en arrière. Hein, la technologie est là. peut-être Ça un doit être mot. une opportunité. Ouais, peut-être un mot, Benoît, parce que le CNED, c'est de l'enseignement digital avant l'internet, donc Alors, le CNED, c'est de l'enseignement à distance à la base. à Et ça, distance. depuis Alors, en situation de crise, puisque le donc, CNED est apparu à la veille de la Seconde Guerre mondiale pour oui, répondre c'est ça. justement à la désorganisation du système éducatif. Donc ça, j'allais dire, c'est dans l'ADN du CNED que de réfléchir aux meilleurs moyens de permettre, comme je le disais tout à l'heure, la continuité de la scolarité à distance. Et c'est vrai que du coup, là, il y a presque pas de sujet. Le digital est une opportunité extraordinaire. Et d'ailleurs, le CNED est un vrai laboratoire d'innovation dans ce domaine, dans le domaine de l'éducation numérique, pour répondre à des situations particulières. Le digital permet de mieux suivre un élève isolé au bout du monde pour qu'il puisse continuer sa scolarité normalement. Et on n'arrête pas au CNED d'essayer justement de progresser dans ce domaine de l'innovation digitale pour non seulement apporter, garantir cette continuité de la scolarité, mais comme le disait tout à l'heure aussi Guillaume, pour faire en sorte d'individualiser le plus possible les parcours. Et c'est vrai que le digital ne se suffit pas à lui tout seul, mais il permet de faire mieux ça pour des élèves, encore une fois, empêchés d'aller à l'école. Donc pour nous, évidemment, c'est quelque chose d'important. Malgré tout, ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que dans l'enseignement à distance, il y a l'outil qui est utile, mais derrière l'outil, il y a toujours un professeur, il y a toujours un éducateur avec qui on va entretenir une relation singulière. Très bien, allez, on poursuit notre webinaire. Guillaume, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette association Factoria F5 que tu as fondée ou cofondée, ou il me semble, hein, sur lequel, enfin en tous les cas pour lequel tu participes, et qui s'occupe justement d'écoles numériques et solidaires. Alors, de quoi il s'agit? Où est-ce que vous en êtes? À quel public elle s'adresse? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, je suis cofondateur et je suis effectivement très impliqué dans cette association. Donc, en fait, cette association est le partenaire de Simplon, dont j'ai parlé auparavant. Je viens de confirmer d'ailleurs que Simplon était présent en Guyane. Je l'ai mis Ah, dans le super, chat. merci. J'invite tous les gens qui seraient éventuellement intéressés à regarder sur la web de simplon.co parce que toutes les écoles, autant au niveau national qu'au niveau international, ils sont listés. Donc, nous, à partir de l'expérience des écoles de la deuxième chance, on a eu brusquement une espèce d'envie de casser les codes. Moi, je viens pas du secteur technologique, mais le système des écoles de deuxième chance en Espagne, pour des raisons historiques, est plus classique que le système des écoles de deuxième chance en France. C'est-à-dire qu'ils préparent un certain nombre de métiers relativement ciblés, qui peuvent être la restauration, qui peuvent être la coiffure, la mécanique, la construction, etc. Donc des métiers dans lesquels la société, de façon assez habituelle, pour des raisons peut-être valables, peut-être moins valables parfois, oriente les jeunes ou les moins jeunes qui ont eu des difficultés et qui sont en bas de notre pyramide sociale. Et moi, à un moment, ça m'a un peu agacé, j'étais pas le seul, en disant, mais
vraiment, on a chez ces personnes qui ont eu des difficultés dans le système éducatif ou ces personnes qui sont en situation de vulnérabilité, on n'a pas la possibilité de leur offrir des opportunités professionnelles dans des secteurs de futur, en croissance, dans lequel il y a justement un manque de talent, dans lequel on ne trouve pas assez de professionnels formés. Et le secteur évident, c'est le secteur du numérique. Donc, on a été regarder ce qui existait dans le monde et on est tombé assez vite sur le modèle de Simplon, qui est un modèle qui permet en 6 mois de former de façon intensive et inclusive des personnes de profils très divers au métier du numérique, au développement web. Donc on apprend à programmer, on apprend à développer des pages web, des applications, et on peut trouver un premier métier dans le monde du numérique. Et on le fait avec un taux d'insertion élevé, puisqu'on a un taux de succès, un taux de sortie positif, comme on l'appelle, de quasiment 80%. Les écoles de deuxième chance, c'est 63%, pour vous donner une idée, c'est-à-dire des personnes qui, en sortant de l'école, trouvent dans les 6 mois une formation supplémentaire ou trouvent un emploi. Ce qui est déjà très bien, considérant qu'on est à 100% d'échec à l'entrée de l'école. Dans le cadre du numérique, on arrive à atteindre 80%, parce que c'est un secteur en forte croissance, en forte demande. Et puis surtout, c'est une espèce d'ascenseur social extraordinaire, parce qu'on peut avoir des personnes qui sont sans option. On a concrètement des personnes sans diplôme, des personnes réfugiées, des personnes victimes de violences, des personnes chômeuses de longue durée, des personnes qui sont vraiment en grande détresse parfois, qui en 6 mois peuvent trouver un premier emploi avec un bon niveau de rémunération, avec des contrats qui ne sont pas des contrats précaires dans ce secteur-là, ou rarement. Et donc, du coup, ça permet de réactiver cet acteur social qui nous manque, enfin, qui est un peu cassé ces derniers temps. Et dernier point qui est important, c'est qu'en fait, on ne concurrence aucun autre dispositif. Parce qu'en fait, on ne dit pas que les autres dispositifs qui mènent vers les autres secteurs ne sont pas utiles. Non, non, on veut juste apporter une option supplémentaire qui permet d'offrir des opportunités à ces personnes-là, mais en même temps, de faire accéder aux emplois des entreprises des profils divers, des profils plus féminins, des profils d'origine sociale et ethnique variés, qui aujourd'hui, avec les dispositifs actuels, n'accèdent pas à ces métiers du numérique, qui est un secteur très masculin, très blanc, entre guillemets, et très réservé à des profils type ingénieur. Et je le dis avec d'autant plus de sérénité que je suis exactement blanc, homme et ingénieur. Et comment vous recrutez? Comment est-ce que vous allez chercher ces candidats, ou est-ce que c'est eux qui viennent vers vous, ou est-ce que vous avez des relais, je pense à des associations? Et est-ce que est-ce que vous les menez à des formations qui sont diplômantes, avec différents degrés, différents paliers? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait la différence? C'est la pédagogie, c'est l'environnement, expliquez-nous. Alors, comment on capte les candidates et les candidats? Avec difficulté. C'est la réponse la plus évidente. C'est compliqué. C'est compliqué parce que souvent, ces personnes-là n'imaginent pas que c'est possible. Et donc, il faut faire tout un travail pour se rapprocher d'elles, pour leur offrir des expériences ludiques, courtes, d'ateliers d'initiation au code, de petites expériences qui leur permettent de déconstruire l'idée préconçue qu'ils ont que le secteur du numérique est un secteur qui suppose des niveaux d'études supérieures, ou que la programmation est une activité qui peut être très, très emmerdante, enfin, je m'excuse du terme, mais très ennuyeuse, on va dire, pour le moins, excusez-moi. Donc, il faut déconstruire une partie de ça. Donc on fait ce travail-là, on le fait avec des associations, avec les services publics, et c'est un travail un petit peu de tous les jours. Il faut noter qu'en France, alors on s'en rend compte quand on n'est plus en France, hein. Quand on est en France, on a l'impression qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas bien. Et il est possible d'ailleurs, juste pour signifier à Benoît, qu'une partie de mon analyse sur le système éducatif soit plus actualisée sur la réalité espagnole que la réalité française, que je connais effectivement moins bien aujourd'hui. En France, il y a un certain nombre de dispositifs comme les missions locales qui permettent d'organiser et d'orienter les jeunes notamment vers différents types de structures. Et ce sont des choses qui souvent en Espagne manquent. Il y a plein d'initiatives intéressantes, mais c'est moins structuré pour des raisons probablement de l'histoire de chaque pays. Donc on fait effectivement tout ce travail-là en s'appuyant autant sur les administrations publiques que sur les entités privées.
La fin de votre question? C'était en fait, du coup, comment vous les recrutez, la pédagogie et si c'était aussi des formations diplômantes en fait et si on jusqu'à quel point ils pouvaient avancer ou est-ce qu'après vous les remettez dans le circuit? Alors, je vais essayer d'être bref parce que je veux pas être, on a plein de questions. On les recrute sur 4 critères qui sont la motivation pour la technologie, la capacité l'autonomie, le raisonnement logique et puis la capacité de travailler en équipe. Ce sont des compétences transversales. Ça veut dire qu'on met de côté tous les autres critères habituels, le niveau d'études, nos formations sont toujours gratuites, donc le niveau économique n'est pas non plus évidemment un critère, etc., etc. Donc on est sur ces 4 critères exclusivement. La pédagogie est une pédagogie active qui est aussi commune avec les écoles de deuxième chance, c'est-à-dire qu'on apprend en faisant. Dès le premier jour, on est mis en situation quasiment de professionnel. Et donc c'est une expérience immersive Mmh. dans lesquelles, dès le premier jour, on leur donne un ordinateur portable et on les accompagne dans les premières étapes. Mais on apprend par binôme, on apprend en équipe, on apprend en enseignant, on apprend sur des projets concrets proposés par des entreprises, par des entités sociales. Et donc ça, c'est cet itinéraire de 6 mois qui permet d'accélérer l'acquisition de compétences et le secteur du numérique est très adapté à ce type d'apprentissage. Et donc, ça permet une accélération assez spectaculaire de la connaissance. Et on a des gens qui, en 6 mois, sont évidemment pas des professionnels aguerris, mais qui sont des gens qui ont de la pratique en termes de programmation et qui, du coup, sont des personnes qui trouvent relativement facilement un emploi dans les métiers du numérique. Et à la dernière question, l'essentiel de nos formations ne sont pas des formations certifiées en Espagne. On est en train de travailler cela. En France, c'est le cas. Simplon est en mesure de le proposer. Nous, on est très ponctuellement en mesure de le proposer dans certaines de nos écoles, mais le cadre de la formation professionnelle n'est pas le même. Et pour l'instant, on n'est pas encore en mesure de le proposer. Donc, ce qui est la reconnaissance essentielle que nous cherchons aujourd'hui, c'est celle des entreprises. Et on travaille sur le moyen terme pour pouvoir avoir des certifications. Juste une petite question très concrète, mais c'est des parcours de combien de temps à peu près là on parle de numérique, de code, enfin d'informatique. C'est quoi? C'est 6 mois, 1 an, 3 ans ou c'est très variable? Sur nos formations à nous, elles sont assez systématiquement de 6 mois. 6 mois, C'est d'accord. pour le développement web qu'on appelle full stack. Alors, je ne veux pas trop Oui. rentrer dans les termes techniques, mais c'est l'équivalent de 850 heures. Donc, c'est quasiment un horaire de travail chaque semaine. C'est le même rythme que ce qui serait l'horaire de travail. On a des formations qui peuvent être un petit peu plus longues quand ce sont des cursus spécifiques comme peut être l'intelligence artificielle. On va prochainement lancer une formation à Madrid à l'intelligence artificielle en partenariat avec Microsoft. Donc dans ces cas-là, on sera plutôt sur des totals d'heures de 1200, 1300 heures et plutôt une durée de 9 mois. D'accord. Et on a des parcours plus courts de 3 mois pour le front-end également pour des profils jeunes. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'en 6 mois, on peut déjà former un professionnel qui est prêt alors qu'il en était loin, à revenir sur le marché du travail. Benoît Pinchon-Falcon, du CNED, je vais vous poser une question, mais qui a été posée par 2 internautes, mais qui est quasiment la même. Tiffaine demande le CNED permet-il aux autistes et Asperger de choisir uniquement quelques matières et de valider leurs années d'études parce que finalement, ils ne sont pas à même, selon elle, de pouvoir étudier un grand nombre de matières. Et Laurence demande, le CNED a-t-il des programmes adaptés pour les enfants à besoins particuliers, donc pareil, troubles d'apprentissage, 10, etc., pour leur permettre de poursuivre le plus loin de leur scolarité et de leur donner toutes leurs chances de leur réussite. Donc, ce n'est pas tout à fait la même question, mais ça se rejoint un petit peu. Est-ce que vous avez des programmes adaptés, en fait ? Alors d'abord, comme je le disais tout à l'heure, la vocation du CNED, c'est de permettre d'assurer une continuité de scolarité. Donc le CNED, il applique les programmes du système éducatif français, de l'éducation nationale, et il valide les formations par les diplômes que remet l'éducation nationale ou pour la formation post-bac également.
Pour les élèves qui sont en situation de handicap ou autre, la première adaptation en fait que permet le CNED, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de ne pas de le faire à son rythme, de ne pas être obligé de subir, pour reprendre l'image de Guillaume tout à l'heure, une journée d'école en continuité avec toutes les disciplines, alors qu'on n'est pas dans la capacité de maintenir son attention pour tout le temps. Donc la première idée, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va le faire à son rythme, chez soi, en étant accompagné et en choisissant un petit peu les temps pendant lesquels on va travailler. Après, on peut donc très bien, pour répondre à la question de Tiffaine, je crois, faire ce qu'on appelle du cours à la carte, c'est-à-dire ne pas forcément faire sur une année ce qu'on appelle la classe complète réglementée, mais de choisir quelques disciplines qu'on va travailler, puis ensuite d'en ajouter éventuellement d'autres pour valider la totalité du cursus. Donc il y a vraiment l'idée qu'on va prendre en considération justement le rythme de l'élève en lui offrant la possibilité de travailler à son rythme ce qu'il souhaite travailler dans un premier temps pour ensuite éventuellement compléter sa formation. Donc, je ne sais pas si je réponds parfaitement à la question, mais c'est cette idée-là, hein, c'est l'idée d'adaptation de l'offre proposée à la situation de chacun, hein, même si au final, il va falloir évidemment valider une scolarité complète. Ça me semble très, très clair. Merci beaucoup, Benoît. Très Je voulais juste aussi ajouter en rapport avec ce que disait Guillaume qu'on a beaucoup parlé de scolarité au CNED. Hein. Le CNED fournit aussi justement toute une série de formations post-bac et de qualifications supplémentaires qui sont souvent d'ailleurs destinées à des personnes qui souhaitent se reconvertir, aller vers une autre activité professionnelle, reprendre des études, préparer un concours. Donc c'est vraiment aussi ce public-là. Il y a une grande partie du public net qui est du public scolaire. Hein. À l'international, on scolarise à peu près 20 000 personnes. On offre des formations à peu près 20 000 personnes, dont, je crois, de mémoire 16 000, 17 000 scolaires. Et pour tout le reste, ce sont souvent de jeunes adultes hein, qui veulent reprendre des études, faire une formation et là aussi, typiquement, pour reprendre ce que disait Guillaume, le profil est plutôt un profil féminin de femmes qui veulent compléter leur formation pour repartir sur une activité professionnelle. Parfait, allez, on aborde le dernier quart d'heure, les internautes, donc posez bien vos... Pardon, je réagis aussi juste parce que je vois un message là oui, sur bien sûr. PAP, PPS, PPR. Alors, il faut que tu nous décodes, Benoît. Profite-en. Voilà, donc ça, c'est vraiment, ça fait partie du vocabulaire de l'éducation nationale pour les élèves justement à besoins particuliers, soit en situation de handicap ou autre. Évidemment que le CNED, dépendant du ministère de l'Éducation nationale, hein, on peut accéder à la scolarité CNED avec avis de la MDPH, donc la maison départementale pour les personnes handicapées. Tout ça est pris en compte, comme partout à l'école, hein, dans la scolarité de l'élève. Hein, donc tous ces dispositifs existent aussi, bien évidemment, au CNED pour qu'on puisse, encore une fois, adapter le plus possible l'éducation aux besoins particuliers d'un enfant. L'idée, c'est vraiment, et je rejoins ce qu'on disait aussi tout à l'heure avec Guillaume, mais d'aller de plus en plus vers une individualisation des suivis de chaque élève. Et ça, c'est vrai dans l'école en présentiel, et donc c'est encore plus vrai au CNED, où on a cette double, en quelque sorte, démarche d'inclusivité, puisque à la fois, on permet à des élèves empêchés d'aller à l'école d'être scolarisés via le CNED, mais je rappelle aussi que le CNED permet à des enseignants qui ne peuvent plus être devant élèves de poursuivre aussi leur activité professionnelle. Cette année encore, on a un peu plus d'1 millier d'enseignants qui sont affectés sur poste adapté au sein du CNED pour justement assurer ce suivi de scolarité des élèves inscrits au CNED. Merci beaucoup, Benoît. C'est très intéressant. Allez, on aborde un petit peu les dernières questions. Il y a Saba qui demande, je ne sais pas si Guillaume, tu as la réponse, mais est-ce que l'éducation inclusive est la même dans tous les pays et est-ce qu'elle casse les codes dans tous les pays? Alors, je ne sais pas est-ce qu'il existe un tableau de bord au niveau international ou est-ce qu'il y a une mesure? Alors, Pardon. Benoît, pardon.
Non, non, moi, ce que je voulais dire, c'est ce qui est certain à l'international, c'est que la notion même l'espèce d'impératif d'inclusivité n'est évidemment pas quelque chose qui existe dans tous les pays. Et là aussi, moi, pour avoir vécu très longtemps à l'étranger et rebondir sur ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est vrai qu'on a une forte propension, nous, Français, à râler un peu souvent contre nos services publics qui sont parfois effectivement pas forcément en bon état, mais pour autant, c'est quand même des questions qui sont des questions centrales aujourd'hui dans le monde éducatif et qui sont prises en compte. Et c'est quand même une chance. Et y compris, et ça c'est aussi un luxe absolu dont on ne se rend pas bien compte, pour nos compatriotes installés à l'étranger. Et ça, c'est quand même une force énorme du système éducatif français. Bien entendu. Guillaume, un mot peut-être sur ce point? Oui, alors pour complémenter ce que dit Benoît, mais avec un axe différent, c'est-à-dire que par rapport au système éducatif de chaque pays, je pense que Benoît a parfaitement raison. Il y a des variabilités très très importantes. Après, si derrière la question, moi je l'avais compris comme ça, c'était est-ce que ce qu'on appliquerait comme l'éducation inclusive devrait être différent suivant les pays. Enfin, peut-être que j'ai pas bien compris la question, mais pour moi, ce qui est assez frappant, c'est que la façon dont on enseigne, autant dans les écoles de la deuxième chance que chez Factoria F5, ça fonctionne avec une grande diversité de profils, et ça peut fonctionner dans n'importe quel pays. Mais c'est effectivement pas, c'est complètement cohérent avec ce que dit Benoît. C'est-à-dire que, en l'occurrence, si on souhaitait mettre en œuvre ces méthodologies de pédagogie active et d'éducation inclusive, on pourrait le faire de la même façon dans tous les pays du monde, parce qu'on finalement c'est très humain, on va dire. Malheureusement, les dispositifs et les priorités des systèmes des États n'est pas nécessairement celle-ci. Juste un petit problème de micro d'écho. Je ne sais pas si vous entendez la même chose, les internautes, chez Guillaume, en tout cas chez moi. Je ne sais pas si tu peux peut-être dépluguer, repluguer. Non, Guillaume. Benoît, tu entends Guillaume parfaitement? Oui, c'était effectivement un peu plus brouillé, mais il va se reconnecter, je pense. Non, moi, je crois, là aussi, pour rebondir sur ce que disait Guillaume, il y a effectivement, aujourd'hui, les techniques, les différentes formes d'école, comme il vient de l'évoquer, permettent de répondre à ce défi de l'inclusivité. Après, je crois, je suis désolé de le dire, mais c'est un sujet très, très politique. Et la première chose, c'est le regard porté par la société elle-même sur les personnes en situation d'exclusion ou de handicap et autres, qui varie énormément suivant les pays. Je disais tout de suite, on a la chance qu'en France, ce soit quelque chose qui soit pris en compte. Il n'empêche qu'on a encore des discours, il n'y a pas très longtemps, de certains prétendants au pouvoir qui ne sont pas forcément des discours qui vont dans le sens justement de l'inclusion et d'un regard porté, encore une fois, bienveillant parce que nécessaire pour faire société sur les personnes dont on parle. On est bien d'accord. Guillaume, je vois que tu es en train de répondre et je te remercie à cette question très précise de Laurence qui est à Madrid. Cette fois, c'est moi qui m'entends en écho. Je ne sais pas pourquoi. Donc, qui demande si effectivement il y a... voilà, j'espère que ça va. Non, un peu d'écho. Je pense que de toute façon, dans l'article, on essaiera de mettre les contacts et on mettra bien entendu ton contact, Guillaume. Donc, Laurence, n'hésitez pas à contacter Guillaume mais je pense qu'il n'y a pas de raison que le dispositif n'intègre pas des élèves francophones vivant en Espagne. J'imagine qu'il est ouvert à tous. Je vais répondre effectivement par écrit sur le. J'apprends à utiliser la plateforme, je m'en mêle les pinceaux un peu parfois, mais je m'excuse de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. Non, mais il y a toujours de l'écho, j'ai l'impression. C'est chez moi cette fois, mais je ne sais pas pourquoi. J'en ai toujours chez moi, mais ça ne s'est pas arrangé. Donc. Non, juste dire quelque chose qui est très important. On ne souhaite surtout pas opposer le système éducatif et les écoles de la deuxième chance qui sont en marge du système éducatif, en intégrant parfois des dispositifs de formation professionnelle et parfois des systèmes ad hoc qui sont en dehors du système éducatif tel quel. Il y a une règle clé qui consiste à d'abord collaborer dans la mesure du possible avec
toutes les structures éducatives. C'est ce que font les écoles de deuxième chance toujours. On travaille, y compris avec les universités, on travaille avec les professionnels parce qu'on on fait partie de cette grande mission qui est celle de l'éducation. Certains dans le périmètre, comme on dit en Espagne, reglado, c'est-à-dire l'éducation nationale, et d'autres depuis une perspective plus sociale. Mais à la fin, on fait partie de cette même mission. Mais notre mission est toujours d'essayer d'accompagner notamment les jeunes pour qu'ils puissent revenir au système éducatif, ou alors s'insérer professionnellement si c'est leur volonté. Mais par contre, nous nous interdisons d'attirer, malgré nous, des jeunes qui seraient dans le système éducatif vers nos dispositifs. On ne fait des propositions aux jeunes qu'à partir du moment où ils ont vraiment une difficulté, ou eux-mêmes, leur famille ou le système éducatif voit une difficulté à ce qu'ils se maintiennent dans le système éducatif et que donc il faut trouver une alternative. Mais on veut faire attention à ne pas être dans une situation qui serait un peu de concurrence et qui serait du coup opposée à ce qui est notre mission, qui est en fait de renforcer l'éducation au niveau national. Allez, on arrive au terme de... Alors, Sarah demande si on aura une synthèse du webinaire. Donc oui, il y aura un article dans quelques jours sur lepetitjournal.com où on reprendra tous ces points et on mettra tous les contacts, histoire de rien oublier et de façon à ce que vous puissiez poser vos questions et contacter Guillaume et Benoît pour, selon vos différentes questions et différents besoins. Le webinaire, je le rappelle, il va être disponible, ça va dans quelques minutes, vraiment, je crois que c'est 4-5 minutes après la fin du webinaire. Donc, vous recevrez un mail pour vous remercier d'avoir assisté et vous pourrez le revoir avec un lien de replay. Vous pourrez partager ce lien de replay. La vidéo sera également disponible sur YouTube, pareil, dans quelques jours et vous la trouverez évidemment à partir du site du petitjournal.com. De toute façon, je pense, bon, évidemment, vous trouverez très facilement le site du CNED en ligne et le site de Factory F5 et E2O Espagne pour Guillaume, évidemment, pour déjà avoir plus de renseignements, mais on mettra bien évidemment tous les contacts. On va conclure, si vous le voulez bien, ce webinaire. Je suis désolé pour les petits échos qu'il y a parfois. Heureusement, on a eu juste à la fin. Je vais vous demander peut-être un mot de conclusion, Guillaume, sur cette thématique, comment l'éducation inclusive casse les codes, et peut-être, sans parler de chiffres, mais certainement, ça fait maintenant 10 ans que vous faites ça, nous donner un témoignage ou une anecdote ou quelque chose qui montre vraiment à quel point c'est fort et à quel point ça fonctionne. D'accord, avec plaisir. L'anecdote est la suivante. Lors de l'inauguration de ce réseau espagnol en 2015, nous avions invité des officiels, notamment la vice-présidente du gouvernement de Catalogne, qui était là, et on avait invité des jeunes à venir témoigner de leur expérience dans les écoles de la deuxième chance. Et il y avait un jeune homme africain qui était arrivé dans un canot de sauvetage quelques années auparavant, qui avait vécu dans la rue, qui avait ensuite intégré une école de la deuxième chance, appris un métier et qui aujourd'hui était avec d'autres en train de constituer une coopérative dans les métiers de l'électricité. Et donc il raconte son parcours. Moi, je voyais la présidente du gouvernement de Catalogne de profil, c'était la personne la plus au sommet qu'il y avait dans la salle, c'était la personne la plus importante dans la hiérarchie de notre société. Et puis ce jeune qui était en face a raconté son témoignage. Et ce jeune a conclu son intervention en disant maintenant j'ai tout ce que j'ai tout entre mes mains. J'ai tout. Avec une sérénité absolument incroyable. Et ce qui était frappant pour moi, c'est que ce jeune pouvait dire ça parce que c'était vrai, parce qu'il le vivait comme ça. Et je ne crois pas que la vice-présidente qui était face à lui aurait pu dire la même chose. Et pour moi, c'était une grande leçon de vie. Je pense que les jeunes et moins jeunes, dans le cas de Factory F5, à qui on donne une nouvelle chance pour développer leur talent, et du talent, il y en a partout, mais on donne la possibilité de pouvoir le révéler à travers des solutions éducatives, des accompagnements, quels qu'ils soient. On
on peut donner des possibilités nouvelles à la personne en question et à notre société. Parce que ce talent-là, caché, on en a vraiment besoin aujourd'hui. Voilà. Merci. Bon, j'avais coupé mon micro. Merci beaucoup. Je disais, et peut-être juste rappeler combien d'élèves vous avez aidés depuis que vous avez lancé Factory F5. Sur Factory F5, on a aidé environ 450 personnes depuis 2018. Voilà. Et avec E2O, c'est beaucoup plus large, c'est ça? Donc, alors, Simplon, au niveau Oui. France et international, c'est 16 000 personnes formées dans 15 pays du monde, principalement la France, mais aussi dans 14 autres pays. Et puis les écoles de la deuxième chance, en Espagne, ce sont à peu près 8 000 jeunes, et en France, ils sont quasiment à 20 000 jeunes par an. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, merci pour ce témoignage, Guillaume. Je rappelle que vous avez été lauréat cette année du trophée éducation des trophées des Français de l'étranger. C'était la 9e édition en 2021, parrainé donc par le CNED, le Centre national d'enseignement à distance. Et Benoît Pinchon-Falcon, qui est directeur délégué en charge des affaires internationales et européennes justement au CNED. Je vais te laisser la parole, Benoît, on se tutoie, pour pareil que tu nous donnes un petit peu un petit bilan. Un mot de conclusion plutôt qu'un bilan sur ce sujet par rapport justement à ce que peut apporter le CNED sur l'innovation digitale. Moi, je suis encore content d'entendre ce que vient de dire Guillaume pour conclure, parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, je crois. Je vois aussi passer là dans la colonne à côté les questions des internautes auxquelles on n'a pas répondu sur les moyens, etc. Moi, ce que je crois, c'est que tout ce qu'on vient de dire, c'est effectivement que ça nous montre une fois de plus, c'est Nelson Mandela qui disait que l'éducation est la meilleure arme pour changer le monde. On parlait tout à l'heure de casser les codes, de changer la société, etc. Tout le monde est de plus en plus persuadé, avec les crises qu'on vient de connaître, que l'éducation, c'est effectivement quelque chose de très important pour construire une société, pour que cette société soit solide et unie. Donc, il faut effectivement pour ça se donner les moyens. Et force est de constater que la France le fait, par le biais des institutions dont on a parlé, mais on peut faire, je crois, encore plus pour que justement cette nation soit unie, sereine et tournée vers l'avenir avec tout le monde. Écoutez, merci beaucoup, messieurs. C'était moi qui suis allé à une école où il y avait écrit construire les écoles, c'est abattre les murs des prisons. Je pense que c'était de Jules Ferry, bien sûr. Vous êtes de très beaux acteurs de ce monde éducatif. Je rappelais le thème du webinaire, comment l'éducation inclusive casse les codes. Je vous rappelle que très bientôt, ça sera disponible évidemment sur lepetitjournal.com. Merci encore, Benoît Pinchon-Falcon. Guillaume Thureau, merci à tous les internautes pour nous avoir rejoints. Je trouve que c'était un webinaire extrêmement passionnant. Donc, n'hésitez pas à le faire partager et partager la vidéo YouTube. Et puis, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres webinaires à lepetitjournal.com. À très bientôt les internautes. Merci Benoît, merci Guillaume. À très vite. Merci à vous. Au revoir.